Eh bien, bon, merci pour l'invitation. Moi, mes travaux de recherche portent sur l'audition et j'ai étudié à l'Université Laval pour mon baccalauréat en psychologie. Et de l'Université Laval, je suis parti à l'Université du Québec à Montréal où j'ai fait une maîtrise et un doctorat en psychologie également. Et de là, j'ai poursuivi les études postdoctorales dans la région de San Francisco. J'étais dans un hôpital des vétérans qui était associé avec l'Université de Californie à Berkeley et l'Université Davis. Et c'est là où j'ai fait développer un petit peu plus d'expertise dans les neurosciences cognitives. Et en 96, je suis revenu au Canada. Alors, je suis revenu m'installer. J'ai eu un poste de chercheur à l'Institut de recherche Rodman, qui était à l'hôpital Baker's, et également un poste d'assistant professeur à ce moment-là à l'Université de Toronto. Et je suis là depuis, évidemment, 96, presque 30 ans maintenant que je suis là. Alors, mes travaux de recherche se concentrent principalement sur les mécanismes neuronaux. Je suis intéressé à les bases cérébrales de la perception, de la mémoire et de l'attention sélective. Mes recherches portent principalement sur l'audition, c'est-à-dire je m'intéresse à comment on perçoit, on attend ou on se rappelle les sons qui sont présentés dans l'environnement. Je suis également intéressé à la perception de la parole, surtout dans les situations de bruit, à savoir comment on sépare, si on veut, la parole des environnements bruyants. Et on a également des travaux de recherche qui examinent les interactions entre l'attention sélective et la mémoire. Mais ce qui est plus, je pense, pertinent pour aujourd'hui, c'est nos travaux qui ont lieu sur les neurosciences de la perception, de la cognition musicale dans le cadre des personnes jeunes, mais également dans le cadre des personnes âgées. Alors, en ce qui a trait au vieillissement, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Euh, je ne vais pas surprendre personne en disant que quand on vieillit, des choses changent, évidemment. Dans le contexte de la perception, notre vision se détériore un peu. La perception sensorielle des mains, par exemple, les sensations se déclinent, l'olfaction, le goût, l'audition. Alors, tout ça, malheureusement, décline et c'est pas tout. On a également des changements au niveau des cognitions qui déclinent. Alors, évidemment, il y a un ralentissement, si on veut, là, des traitements ou de traitement de l'information. Plus on vieillit, on a des problèmes de mémoire, on ne se rappelle pas toujours tous les mots, on a des problèmes, des fois, de raisonnement, etc. Il y a quelques fonctions qui semblent se maintenir à travers le vieillissement, si on veut, à l'âge âgé, et c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on connaît de mots, ou notre vocabulaire augmente. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne se souvient pas toujours des mots qu'on vient d'apprendre. Alors, ça, c'est pour ce que je dirais, un peu les mauvaises nouvelles. Par contre, les bonnes nouvelles, c'est que ces changements-là, tant au niveau de la perception de la cognition, c'est pas rigide, c'est pas fixe. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Et une des choses, ça c'est juste un peu pour illustrer les changements qu'on voit au niveau du cerveau quand on vieillit, c'est-à-dire ça c'est votre cerveau quand il est jeune et ça lorsqu'on est dans les âges âgés, à 60 ans environ, ou 75 ans. Alors, l'idée c'est que ces changements, comme je disais, c'est pas des changements qui sont fixes. Hein. On peut faire des choses pour les mitiguer à quelque part. Et c'est une des choses qui était, je pense, le plus intéressant dans les 20 dernières années, c'est de voir comment les habitudes de vie peuvent avoir des impacts très positifs pour ralentir, ou si on veut, à quelque part, ces changements-là de perception, de cognition, etc. Alors, vous avez probablement entendu parler la diète, par exemple. Non seulement c'est bon pour maintenir, si on veut, votre santé cardiovasculaire, c'est aussi très bon pour maintenir les fonctions cognitives. L'exercice physique est très, très populaire. On en entend parler souvent. C'est important. Ça, juste pour illustrer un petit peu ce que ça a l'air, ça, c'est l'activité du cerveau après 20 minutes de s'asseoir tranquillement. Et ça, c'est 20 minutes après avoir allé marcher ou avoir une activité physique. Donc, il y a vraiment des changements d'activité du cerveau qui sont associés avec l'engagement d'activité physique. Alors, non seulement l'activité physique est importante, mais si on est chanceux et qu'on a l'opportunité d'apprendre deux langages et d'utiliser les langues régulièrement,
Il y a maintenant plusieurs études qui ont démontré que le bilinguisme, par exemple, a un effet peut aider à retarder, si on veut, l'apparition de changements cognitifs là, chez les personnes âgées. Et non seulement on a ça, on peut être volontaire, si on s'engage dans les activités volontaires du bénévolat, ben là, on peut également maintenir, ça nous aide à maintenir, si on veut, notre environnement social, ce qui nous permet aussi d'engager et se donner quelque part des défis et rester, maintenir, si on veut, une bonne santé cognitive. Et évidemment, dans le cadre même, quand on regarde les personnes qui sont plus âgées ou peuvent avoir des problèmes de mobilité, par exemple, il y a des études maintenant qui démontrent l'engagement, jouer aux cartes, mangeant ou d'autres activités comme ça, peuvent être très utiles pour aider les personnes âgées à maintenir ce qu'on dit souvent le cognitive fitness en anglais, donc ces habiletés cognitives. Pour aujourd'hui, évidemment, ce que je veux faire, c'est plus placoter un petit peu de l'importance et des bienfaits de l'activité de musique. Euh, alors, c'est important en vieillissant de maintenir des fonctions cognitives et des facteurs comme les facteurs liés au mode de vie, tels que, si on veut, l'engagement musical. Ça peut nous aider à garder une stratégie, ça peut promouvoir la santé et le bien-être cognitif. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, brièvement, je vais vous présenter quelques données qui supportent cette idée-là générale. Je vais présenter également quelques données qui lient à l'écoute de la musique et de la mémoire. Et ensuite, je vais vous présenter des ressources et quelques idées que vous pouvez apporter chez vous pour maintenir une bonne santé auditive et cognitive. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec la musique? La musique, on peut voir ça comme l'entraînement un peu ultime du cerveau. D'une part, parce que c'est une tâche qui est très, très complexe. Pour ceux qui ont appris à jouer un instrument, ça prend plusieurs heures de pratique d'abord. Ça engage les systèmes sensoriels, audiovisuels, moteurs, donc coordination, etc. Ça engage la mémoire. Donc, ça implique de nombreux processus cognitifs. Hein, ça implique l'apprentissage, la mémoire, les aspects affectifs. Également, il y a des composantes cognitives, physiques et sociales. Donc, ça fait appel à plusieurs réseaux cérébraux qui travaillent ensemble pour l'apprentissage de la musique. Et on peut penser que apprendre à jouer un instrument, c'est à quelque part apprendre un nouveau langage, apprendre les règles implicites ou explicites qui régissent le système musical. Donc, c'est une tâche qui est excessivement complexe et on croit que c'est cette complexité-là et cette dualité, si on veut, dans le sens que ça implique plusieurs éléments sensoriels, cognitifs, affectifs, et tout ça ensemble fait que c'est une tâche, c'est une activité qui est très enrichissante. Donc, l'engagement musical peut améliorer les réserves cognitives qui nous permettent, qui à son tour, si on veut, peut atténuer une partie du déclin cognitif qui est tout à fait normal là, quand on vieillit. Et dans le cadre auditif, c'est important parce que une des choses qui est plus difficile quand on vieillit, c'est de suivre des conversations dans des environnements bruyants quand on va au restaurant ou lorsqu'il y a plein de personnes autour. Alors, en termes si on regarde chez les personnes jeunes, qu'est-ce qui est le bienfait ou quels sont les gains qu'on peut avoir à jouer de la musique? Si je présente des résultats brièvement d'une étude qui vient de notre groupe, mais ça a été fait aussi par d'autres groupes. Alors, c'est une diapositive un petit peu compliquée, mais chaque schéma ici, ce qu'on a, c'est des séquences de sons. Alors, si on présente plusieurs sons très rapidement et qu'on présente deux cibles qui sont tout près en termes de temps, la deuxième cible est souvent manquée par les gens. Alors, c'est ce qui se passe ici avec une performance qui est plus basse. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Notre système est limité, on ne peut pas tout traiter. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le bienfait de la musique, on voit que nos gens qui n'ont pas d'entraînement musical, ils ont beaucoup de difficultés à identifier si les deux cibles sont présentes, alors que ceux qui ont l'entraînement musical performent beaucoup mieux que ceux qui n'ont pas d'entraînement musical. Donc, cet aspect-là de la musique leur donne, si on veut, une capacité de repérer des changements qui sont subtils, si on veut, dans l'environnement, des changements en termes de hauteur, le timing, alors ce qui se passe. Alors, vraiment, ça améliore leur attention globale aux détails de notre environnement auditif.
Maintenant, il y a d'autres données. C'est une autre étude de notre groupe, mais également qui a été documentée par d'autres groupes également, où on peut mesurer l'activité du cerveau, puis on peut se demander est-ce qu'il y a des différences en termes d'effort. Alors, ce qu'on voit ici en rouge, c'est l'activité du cerveau de jeunes non-musiciens. Et pour faire une tâche de mémoire auditive, ben, ils doivent travailler davantage comparativement aux musiciens. Et dans ce cas-ci, on avait aussi un groupe qui était bilingue. Alors, c'est ça. Donc, ces habitudes de vie que je mentionnais un petit peu au départ, vraiment semblent avoir un impact très positif sur comment on va traiter l'information. Alors ça, c'est une autre tâche où les gens utilisent une autre technique pour mesurer l'activité du cerveau, c'est une résonance magnétique. Et dans ce cas-ci, on voit également beaucoup d'activité qui est l'activité plus forte chez les non-musiciens comparativement aux musiciens. Alors, tout ça ensemble, euh, si on fait un petit résumé très court, si on veut, là, très, très brief de quelques études chez les jeunes musiciens et non-musiciens, on voit que l'entraînement musical améliore la tension auditive, ça améliore la mémoire de travail puis le traitement de la parole. On pense également que l'entraînement musical, ce que ça fait, c'est que ça entraîne des changements plastiques dans le cerveau, spécialement dans les régions du cortex auditif qui sont importantes pour traiter les sons, et également des régions, ce qu'on appelle les régions préfrontales et les régions motrices. Les régions motrices, ça le dit par le mot, sont des régions qui sont importantes pour le contrôle moteur. Et les régions préfrontales sont des régions du cerveau qui sont très importantes pour la planification d'action, des choses comme ça. Donc, les fonctions, ce qu'on appelle exécutives, la cognition plus générale. Alors, une des questions qu'on s'est demandé il y a plusieurs années, mais qu'on a commencé à avoir quelques réponses, c'est est-ce que je jouer un instrument de musique à l'âge adulte atténue le déclin lié à l'âge et dans la perception auditive et la cognition? Alors maintenant, quand on commence à penser à l'impact de la formation musicale et le vieillissement, il y a il y a deux types de résultats là, qu'on peut observer. Alors, je viens de décrire brièvement qu'il y avait des changements, il y avait des différences chez les jeunes musiciens non-musiciens. Alors, c'est ce qu'on peut voir dans cette partie du diagramme. Alors, ce qui peut arriver, c'est que cette différence-là qu'on observe déjà lorsqu'ils sont jeunes, bien, elle se maintient à l'âge adulte, hein, même chez les personnes âgées. Alors, c'est ce qu'on appelle une différenciation qui est préservée, hein, il n'y a pas de changement. Alors, ce qui peut aussi se passer, c'est que, pardon, les changements qui sont naturels avec le vieillissement continuent chez les personnes qui sont pas musiciens, mais la pente, si on veut, de déclin, dans ce cas-ci, plus on monte, plus c'est une mauvaise performance. Il y aurait plus de différences. Alors, ces gens-là, les musiciens, ne voient pas autant de changements dans leur fonction cognitive comparativement aux non-musiciens. Alors, c'est ce qu'on appelle une préservation différentielle. Ça, c'est important parce que c'est seulement lorsqu'il y a une préservation différentielle qui est indicatif, si on veut, d'un effet protecteur de l'expertise ou de l'entraînement musical sur l'expérience. Alors, c'est vraiment important de trouver cette espèce de, si on veut, d'interaction ou de changement dans le rythme de déclin des fonctions de perception et de cognition. Alors, on a fait une étude qui est déjà plusieurs années, qui a été publiée en 2012. C'était une étude d'un de mes étudiants qui est maintenant professeur à l'Université de Memorial à Terre-Neuve. Et il a comparé des musiciens, des non-musiciens sur différentes tâches. Il a examiné, par exemple, les seuils auditifs. Alors, plus la performance, plus le score est bas, plus ils sont sensibles au son, alors ils sont capables de les détecter. Alors, plus le score est élevé ici, alors plus on doit tourner le volume pour que les gens puissent nous dire qu'ils entendent le son ou pas. Alors, ce qu'on observe dans cette tâche-là, c'est que le changement, si on veut, de cette perception de la sensation auditive est comparable chez les musiciens et les non-musiciens. Lorsqu'on regarde, dans ce cas-ci, c'était une tâche de discrimination temporelle où il y avait des sons de différentes hauteurs de fréquences. Ce qu'on observe, qui n'est pas très surprenant, au départ, lorsqu'ils sont jeunes, il y avait cette différence-là qui était déjà présente, qui est liée à l'entraînement de la musique, et cette différence-là se maintient
à travers l'âge adulte. Alors, ça, c'est juste une démonstration, si on veut, de cette différenciation préservée. Maintenant, lorsqu'on regarde l'effet de la pratique de la musique dans le contexte de la perception de la parole, dans le bruit, là, on voit des choses qui sont très différentes. On voit une préservation différentielle, c'est-à-dire que, par exemple, le musicien qui est âgé de 67 ans, par exemple, il performe au même niveau qu'une personne qui a à peu près 47 ans. Alors, ce que ça dit, ces résultats-là, c'est de jouer un instrument de musique à l'âge adulte. Ça nous permet d'acquérir environ 20 ans de bonne capacité d'écoute. Alors, c'est assez exceptionnel quand on pense à ça. Alors, vraiment, ça donne un bénéfice. C'est pas que ça améliore la sensation des sons, parce qu'évidemment, comme je vous ai montré juste un peu auparavant, le déclin de la perception auditive est à peu près la même. Mais ce que ça veut dire dans ce cas-ci, c'est qu'ils développent des stratégies pour mieux écouter, pour mieux diriger l'attention. C'est ce qu'on pense qui les aide comme ça à maintenir ces habiletés-là de perception de la parole dans le bruit comparativement aux non-musiciens. Alors, la prochaine question, évidemment, c'est d'où ça vient, ces bienfaits-là de la musique. Alors, dans ce cas-ci, il y a plusieurs hypothèses. Nous, on en a testé deux. L'une, c'est évidemment que la formation musicale à l'âge adulte peut contribuer à préserver un traitement précoce de l'information. Ça nous permet de mieux encoder l'information auditive et de la représenter dans les régions du système auditif qui sont importantes, évidemment. Il y a d'autres possibilités. L'autre, c'est l'inverse, évidemment. C'est pas tant que c'est pas comment on perçoit, si on veut, la sensation, la perception des sons, c'est plus les habiletés d'attention, les habiletés de mémoire qui sont capables de compenser à quelque part pour cette information-là qui est dégradée à quelque part, parce que quand on vieillit, on n'a pas le même système auditif, l'information n'est pas aussi précise, juste par un changement naturel du système auditif. Donc, c'est possible que ce soit plus les habiletés attentionnelles et de mémoire qui vraiment contribuent là, à leur performance. Alors, pour explorer ces idées-là, alors on utilise différentes techniques dans les neurosciences de la recherche en musique. On peut utiliser l'électrophysiologie, on peut utiliser on peut mesurer l'activité magnétique du cerveau avec la magnétoélectroencéphalographie, et on peut également utiliser la résonance magnétique pour voir les changements sanguins, si on veut, qui sont associés, les demandes d'efforts qui sont associées avec les tâches de perception visuelle ou auditive. Alors, nous, on a utilisé l'électrophysiologie. On utilise une technique qui nous permet d'aller voir ce qui se passe au niveau sous-cortical en utilisant certaines techniques de filtrage et de quantification de l'activité électrique du cerveau. Alors, dans ce cas-ci, on est capable d'aller voir les activités qui viennent du tronc cérébral et également des activités qui viennent du cortex auditif. Alors, deux régions importantes dans le contexte du traitement de l'information auditive. Et ce qu'on a observé, c'est que les personnes, les musiciens et les non-musiciens, il y a des différences. Et dans ce cas-ci, les musiciens ont des réponses plus prononcées au niveau cortical et également au niveau du tronc cérébral. Donc, ils ont une meilleure représentation, il semble, déjà là, dans dans le traitement de l'information auditive. Alors, ça contribue sur notre première hypothèse, qui est peut-être quelque chose qui se passe en fait en termes d'encodage, en encodage des sons. Alors, les personnes plus âgées, les musiciens, ils ont des réponses cérébrales plus fortes qui peuvent nous indiquer, qui suggèrent qu'il y a un meilleur traitement. Alors, ce n'est pas limité à ça, évidemment. Si on utilise dans une tâche visuelle, dans ce cas-ci, où ils ne doivent pas répondre à un stimulus lorsqu'il est de couleur rose, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a des différences en termes d'erreurs. Alors, les non-musiciens font beaucoup plus d'erreurs que les musiciens. Et ça correspond également avec des changements d'activité électrique du cerveau qui sont liés plus avec les fonctions
exécutives, les fonctions préfrontales. Alors ça, c'est des données qui me supportent un petit peu l'idée là, de ce que moi, on pourrait appeler top-down, c'est-à-dire des fonctions cognitives là, qui compensent pour les problèmes. Alors, c'est un peu les deux types d'hypothèses qui sont qui jouent et qui contribuent là, au bienfait, si on veut, de l'activité musicale à l'âge adulte. Et on a fait plus récemment des études où on utilise la résonance magnétique et on a trouvé, dans ce cas-ci, je vais vous éviter, si on veut, les données euh, dans ce cas-ci, mais le message de cette étude, c'est que les patrons d'activité cérébrale chez les musiciens étaient comparables à celui de l'activité cérébrale de non-musiciens. C'est-à-dire que quand on compare nos non-musiciens, les autres, il y avait des activités très, très, très différentes. Mais lorsqu'on regardait nos musiciens âgés et qu'on les compare avec des jeunes, on ne voit pas beaucoup de différence. Alors, c'est comme si le cerveau des musiciens plus âgés présente une activité neuronale qui était plus efficace et jeune, en fait, très similaire à celle de jeunes adultes. Alors, c'est quelque chose qui est très, très excitant et qui suggère que vraiment un aspect là, de entre guillemets, là, de conservation là, en termes de l'importance de jouer de la musique. Alors, pour cette première partie, si on veut, là, j'ai essayé de vous convaincre que jouer d'un instrument de musique à l'âge adulte peut vous protéger contre les difficultés de compréhension de la parole dans un environnement bruyant. Je vous ai également montré des données qui montrent que les musiciens sont moins susceptibles d'être affectés par des dégénérescences ou des changements, si on veut, physiologiques qui sont liés à l'âge. Ça nous permet de préserver, si on veut, un cerveau auditif qui est un petit peu plus jeune. Maintenant, ce que j'aimerais faire, pour l'autre partie de cette présentation-là, c'est de partir de la création musicale et s'en aller à l'écoute musicale. Alors, la musique, ça réveille notre cerveau à quelque part. Ça, c'est une image d'un cerveau qui est au repos, et ça, c'est une image de la même personne après avoir écouté de la musique. Alors, évidemment, quand on écoute la musique, soudainement, plusieurs régions viennent en charge, les régions, évidemment, liées au traitement auditif, mais d'autres régions également qui sont importantes pour les émotions, etc. Alors, vous avez peut-être entendu parler ce que moi j'appelle le iPod projet, c'est-à-dire souvent, ou ça a été reporté il y a plusieurs années, si on présente une musique à des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, souvent, ça leur permet, bon, ça améliore leur état en général, ça les stimule de façon très positive et ça les engage. Souvent, ils deviennent ils sont plus, ils répondent davantage, par exemple, aux questions à l'environnement plutôt que lorsqu'ils n'ont pas de musique. Alors, il y a un effet très positif à écouter de la musique. Alors, ici, c'est juste pour illustrer ce qui se passe, qu'est-ce que ça a l'air, si on veut, un cerveau normal, un cerveau pour des gens qui ont des troubles légers cognitifs et des gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et ici, ce que je vais faire, j'espère que ça va fonctionner. Je vais vous présenter un petit vidéo qui est à peu près 2 minutes. C'est un documentaire sur les maladies d'Alzheimer et le bienfait de la musique. Et après ça, je vais vous donner quelques autres éléments. J'espère que ça va fonctionner. Je pense pas qu'on a accès au son dans la vidéo, mais si vous pouvez partager le lien par la suite, je vais pouvoir le partager avec tout le monde.
Alors, moi, je ne peux pas entendre le son, alors je ne suis pas sûr si vous avez entendu le son ou pas. Euh, et sinon, ben, le documentaire devrait être présenté au début du mois de décembre, si ma mémoire est bonne. Alors, l'idée à travers tout ça est une des raisons, on croit, une des raisons pour lesquelles la musique, et surtout la musique, ce qu'on appelle autobiographique, c'est-à-dire celle qui est liée à des événements spéciaux, si on veut, dans notre vie, a une tendance à évoquer des souvenirs majeurs. Alors, évidemment, ça peut être des souvenirs de lorsqu'on a commencé à visiter, là, à côtoyer notre future épouse. Ça peut être la musique qui vient de notre mariage, ou encore ça peut être un des concerts rock qu'on est allé lorsqu'on était plus jeune, ou encore ça peut être la graduation d'un de nos enfants, etc. Et ces éléments-là, si on veut, de la musique qui est associée à des événements significatifs, très positifs, souvent, ils sont plus encodés, ils ont une meilleure trace, si on veut, et sont souvent attachés à des émotions. Et cette habileté pour la musique d'évoquer les émotions, mais en même temps, les émotions-là peuvent engager et restimuler, si on veut, les mémoires qui sont attachées à ces événements-là et à cette musique. Donc, c'est un événement, un aspect qui est très, très riche et qui nous permet justement de récupérer. C'est intéressant parce que ça nous donne une opportunité d'aller explorer ou une autre façon de stimuler la mémoire chez des gens qui ont des troubles mnémoniques. Dans ce cas-ci, il semble que pour une raison qu'on n'est pas tout à fait certain encore, mais qui fait l'objet de plusieurs recherches, on essaie de découvrir pourquoi, pardon, pourquoi la musique a cet aspect-là, si on veut, qui permet de faciliter un aspect d'amorçage pour la mémoire, comparativement à d'autres genres de stimulus, comme par exemple soit des photos ou d'autres types de matériel. Alors, évidemment, aussi, la musique, c'est quelque chose qui évoque, il y a un aspect de plaisir ça nous met, il y a beaucoup d'émotions attachées à ça, évidemment. Si vous jouez de la musique, alors il y a un aspect très agréable, ça renforce on commence à jouer de la musique et ça commence à bien sonner, comme on dit. Alors, c'est très, très plaisant. Il y a beaucoup d'aspects très riches. En termes d'activité du cerveau, évidemment, on voit des activités qui sont très différentes entre la musique que l'on aime, qu'on n'aime pas, que l'on préfère. Ça, c'est une activité qui sont dans les régions hippocampales, qui sont des régions du cerveau très importantes pour la mémoire. Et sont donc les régions, les musiques que l'on aime, qu'on favorise beaucoup, a une tendance à évoquer plus d'activités dans ces régions-là. Alors, à l'hôpital où je travaille, on a également des programmes, évidemment, de musique. Donc, dans ce cas-ci, c'est juste un exemple où on utilise la musique pour améliorer la motricité fine et globale. Dans ce cas-ci, dans un patient qui a eu un accident cérébrovasculaire. On utilise également la musique dans d'autres domaines pour euh, pour stimuler des interactions sociales entre différents clients, les personnes âgées qui sont dans notre centre. Et on a également, dans le cas de personnes qui sont plus dans les soins palliatifs, il y a d'autres services où les gens peuvent créer une chanson qu'on peut ensuite donner, si on veut, distribuer à la famille du patient, des participants. Il y a également beaucoup de recherches qui se fait sur la musique et la mémoire à l'Institut. Nous, on a des travaux où on continue à explorer les bienfaits de la musique, dans le cas de l'écoute de musique. Et dans nos recherches plus récentes, on commence à parrainer l'écoute de la musique, par exemple, avec la stimulation électrique du cerveau en utilisant différentes techniques. Et on a d'autres techniques également qu'on utilise pour essayer d'améliorer et de renforcer, voir si est-ce qu'on peut stimuler davantage la mémoire avec la musique. Est-ce qu'on peut améliorer davantage ces aspects-là qu'on observe déjà.
Alors, la création musicale, ça peut nous aider à maintenir un cerveau auditif sain, hein. L'écoute de la musique également, ça stimule et engage différentes parties du cerveau, puis ça améliore la mémoire et améliore l'état émotionnel des gens qui pratiquent. Alors, la musique peut évidemment contribuer à améliorer les interactions sociales entre les gens, et c'est pour ça qu'on l'utilise. Alors, quelques idées. Euh, si vous êtes intéressé avec la musique, vous pouvez facilement créer une biographie musicale. Vous pouvez utiliser des chansons, par exemple, pour les moments qui sont importants dans votre vie. Vous pouvez les organiser par décennies. Et également, quelques conseils pour maintenir une bonne audition saine. Si vous pouvez, il faut réduire le bruit autant que possible. Euh, Si vous pouvez également, si vous êtes musicien, il ne faut pas abandonner, faut continuer à jouer, à faire de la musique. Et si vous avez arrêté, vous pouvez retrouver vos collègues ou des amis pour recommencer à jouer dans un groupe. Vous pouvez joindre une chorale, par exemple, ou vous pouvez également reformer un band pour jouer dans le garage euh, quand vous voulez. Alors, cette recherche-là a été supportée évidemment par les sources de financement, le gouvernement fédéral et des fondations également, Living Foundation et Lauren Johnson Foundation. Et sur ça, je vais vous laisser avec des ressources si vous voulez voir ou lire davantage sur le sujet. Différents livres maintenant qui sont, c'est des ressources qui sont plus en anglais, mais il y a peut-être d'autres ressources également que vous pouvez trouver au niveau francophone. Et sur ça, je vais arrêter à ce moment-ci, puis je vais prendre quelques questions, si vous avez des questions. OK. Une des questions, c'est combien de temps les musiciens pratiquaient à chaque jour? C'est une bonne question. On n'a pas suivi de façon générale. Ce sont des gens qui devaient jouer facilement de 3 heures, jusqu'à 10 heures par semaine, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a suivi là, immédiatement. On a d'autres études où on avait des programmes, une étude longitudinale, c'est-à-dire qu'on avait des gens qu'on avait assignés à des activités de musique. Alors, à ce moment-là, c'était plus contrôlé. Mais dans le cas des études où on comparait des musiciens et des non-musiciens, souvent, on n'avait pas le même niveau là, de contrôle en termes de nombre d'heures. Maintenant, quel instrument de musique que je joue, moi, je jouais la guitare, mais je ne m'appellerais pas un musicien. J'étais plus, ouais, c'était pas. Mes enfants, c'est des musiciens, mais moi, pas vraiment. Un non-musicien qui commence à pratiquer la musique à 75 ans, peut-il s'attendre à des bénéfices? La réponse est oui. Et ça, c'est assez excitant quelque part parce que j'ai des collègues qui travaillent davantage à ce niveau-là, où on fait des études chez les personnes plus âgées. Et ce sont des gens qui ne sont pas musiciens. Alors, on les inscrit dans des programmes quelque part qui sont supervisés et on voit des gains au niveau moteur, au niveau cognitif, au niveau perceptif, on a également des questionnaires généraux en termes de la qualité de la vie, puis on voit des effets très, très positifs. On voit des effets également très positifs sur la mémoire. Donc, c'est assez excitant de voir ça. Est-ce que le chant choral a les mêmes effets bénéfiques sur le cerveau? Moi, je pense que oui, mais à ma connaissance, il y a pas d'études. C'est possible qu'il y en ait, là, mais moi, je ne les ai pas vues, là, mais il n'y a pas d'études qui comparent, si on veut, la chorale avec jouer un instrument. Mais à quelque part, il y a des éléments qui se superposent, qui se chevauchent en termes de participer dans une chorale et jouer de la musique. Alors, moi, à mon avis, il y a définitivement des effets là, qui sont bénéfiques. Mais est-ce qu'ils sont les mêmes que jouer un instrument? Ça, on ne sait pas encore. C'est quelque chose qui devrait être étudié. OK. L'autre commentaire, c'est un commentaire sur l'utilisation de la musique en termes de stimuli.
Et la personne soulève l'aspect tout à fait correct que la musique peut non seulement évoquer des souvenirs agréables, mais elle peut également évoquer des souvenirs qui sont moins agréables. Euh, donc, cet aspect-là qui est tout à fait vrai et qu'il faut, dans certains cas, en termes de thérapie, c'est peut-être prudent d'avoir, surtout avec des patients dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, par exemple, d'avoir des professionnels de santé qui peuvent surveiller pour s'assurer qu'évidemment, le choix de la musique qui est utilisée pour la stimulation chez ces personnes-là puisse être le choix approprié plutôt. Euh, Dans le cas du vieillissement normal, moi, j'encourage souvent simplement parce que c'est assez intriguant. Si vous êtes curieux, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez créer une liste de musique qui est autobiographique et de l'écouter. Et souvent, sans aucun effort, on a des souvenirs qui nous reviennent très, très vite, qui sont très saillants, où on a beaucoup de détails sur ces souvenirs-là. Donc, c'est un aspect très intriguant, on peut l'essayer. Mais je suis tout à fait d'accord que dans le cadre, dans, dans un cadre, si on veut, en foyer pour les personnes âgées, certains cadres où les personnes sont atteintes de démence, il faut peut-être avoir un petit peu plus de surveillance ou s'assurer que c'est la bonne musique qui va avoir des effets positifs et non pas négatifs. Une autre question, c'était l'idée, est-ce que la chorale et d'apprendre un instrument, est-ce qu'ils ont la même chose, le même bienfait? Comme j'ai mentionné un petit peu auparavant, on n'a pas de réponse définitive, euh, mais je dirais, moi, que définitivement, il y a une superposition entre les deux. Donc, c'est des choses qu'il faudrait, ce serait à investiguer. OK. Ça, c'est plus, OK, l'autre question est liée aux acouphènes. Alors, les acouphènes, c'est une situation où on entend souvent, ça peut être un bruit blanc dans les oreilles, on entend comme un son d'une certaine hauteur, généralement un son d'une hauteur aiguë. Alors, la question, c'est est-ce que apprendre un instrument de musique ou débuter des cours de danse pourrait aider à préserver euh, contre les acouphènes? C'est une bonne question. Je ne connais pas la littérature à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas si effectivement ce serait le cas, mais c'est une question, ce serait à explorer, effectivement. C'est une idée intéressante. Est-ce que écouter la musique est aussi bon que jouer d'un instrument? Euh, Probablement pas. C'est différent. Je pense que l'engagement dans la pratique musicale, par la nature de la tâche, on pourrait dire multidimensionnelle, qui engage les aspects moteurs, l'attention, la mémoire, etc. Alors que l'écoute musicale, c'est un petit peu plus passif, hein. On n'est pas autant engagé. On peut avoir le goût de danser ou le goût de bouger, mais c'est pas les mêmes synchronisations, là. Donc, à mon avis, c'est probablement pas la même chose. Euh, mais je pense que les deux sont bonnes. Si vous avez l'opportunité, c'est pas tout le monde qui veut devenir musicien ou qui a le goût d'investir dans l'apprentissage de la musique, mais écouter la musique est un aspect qui est beaucoup plus facile. Donc, je dirais, euh, c'est ça, écouter la musique, ça vaut la peine. Il y a des effets il y a des effets bienfaiteurs là, à écouter la musique. Donc, je vois une autre question qui pose la question, les sons en HZ vendus pour stimuler le cerveau, est-il bénéfique? Pardon, j'ai pas entendu la question. Les sons en HZ vendus pour stimuler le cerveau, est-il bénéfique? C'est une bonne question. J'ai j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse pour le. Non, je sais pas. Faudrait que j'aille vérifier. Donc, merci, docteur Claude Alain, d'avoir présenté pour notre groupe. C'est une présentation extrêmement intéressante.
Merci.